Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Alors, Monsieur Parfait, il était parfait au niveau des attentes conventionnelles, de ce qu'est un homme. Ce qu'on associe à l'image de Mr. Right, par exemple. Il est comment ? C'est moi, l'homme qui tombe à pic. Il est plutôt grand, il est brun, il a les yeux marron ou vert ou bleu. Vous me pardonnerez, j'espère, mais le devoir m'appelle. Merci. Il est athlétique, il est avocat, médecin, ou alors, je sais pas moi, un autre métier, architecte, pilote. Eh bien, j'espère que ce petit incident ne vous a pas dégoûté de voler, mademoiselle. Voilà, il est blanc, évidemment, chrétien, d'un milieu social aisé. Non, si vous et moi on était mariés, j'aimerais que vous ne manquiez de rien. C'est tout. J'aimerais pouvoir vous rendre heureuse toute ma vie durant. Voilà, c'est lui. Suis-je lesbienne ? Un documentaire de Rio Indigo et Naomi Titi. Épisode 2. Monsieur et Madame Parfait. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc il est clair pour moi, je rentre chez moi avec des petits papillons dans le ventre, je vois mon copain de l'époque en me disant « Toi, c'est terminé, je me sépare de toi pour aller me mettre avec Monsieur Parfait, justement. » Et donc, on se met en couple. On va faire des voyages incroyables à moto, dans la campagne cambodgienne. Et puis, et en même temps, pendant ces voyages idylliques, je me rends compte qu'il y a plusieurs hicks. Il y a plusieurs côtés où je me dis « Ah, là, c'est moins parfait que ça en a l'air. » Et je me souviens d'une fois où on était allé dans un marché cambodgien et j'avais passé un tout petit peu trop de temps, à son goût, à regarder certaines robes. Et vêtements, il y avait des robes, il y avait des tissus, il y avait de la porcelaine. Enfin, c'était un endroit, j'avais regardé un petit peu, mais vraiment une chose tout à fait normale. Hein. C'était pas long du tout et il s'était mis dans un état pas possible à vraiment perdre patience, être complètement énervé par cette situation. Et je m'étais dit, tiens, c'est quand même étrange cette réaction, c'est très désagréable en plus. Mais oui, j'ai dû certainement prendre trop de temps. Donc je me suis excusée auprès de lui. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée d'avoir pris ces 10 minutes. Et en fait, ça a marqué un aspect très important de notre relation, notamment le fait que je vivais un petit peu derrière lui, c'est-à-dire que je le suivais partout, je faisais ce qu'il voulait, et j'avais nié une partie de moi-même. Donc, et à chaque fois, ces réflexes, c'était son égoïsme en fait, c'était le fait d'avoir l'impression d'être nié dans ma personne, d'être nié dans voilà, mes désirs ou mes aspirations, ou vraiment ma personne en tant que telle. Donc les red flags de Monsieur Parfait, ils ont été nombreux et je les ai ignorés, comme on a tendance à ignorer les red flags d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ces petits détails qui nous sautent aux yeux à un moment donné et qui sont des petits comportements qui ne vont pas changer et qui vont commencer en fait à empoisonner la relation, qui vont empoisonner le lien qu'on a avec une personne. Du coup, c'est ces petites informations auxquelles on devrait accorder de l'importance au début, mais vu qu'on est un petit peu sur un nuage, en essayant d'embellir un petit peu aussi tout ce qui se passe, on a tendance à les ignorer. C'est pour rire, Miranda. Mais bon, et j'avais décidé, ma politique c'était l'autruche. Je me suis dit non, voilà, j'ai trouvé celui qui va être le père de mes enfants. Je veux absolument avoir des enfants, donc je vais passer outre. Personne n'est parfait, donc allez, tu t'engouffres dans le truc et tu ne réfléchis pas. Donc je m'engouffre dans cette relation. Je ne réfléchis pas. Je lui dis même au bout d'un mois, vivons ensemble. Allez, on emménage ensemble. Tu déménages de Hambourg pour venir vivre à Berlin avec moi. C'est parti. Lui, il hésite un peu. Je lui dis mais pourquoi t'hésites ? Enfin, ça va de soi. Donc il hésite plus. Il déménage. On vit ensemble dans notre appart. Et donc là, pour moi, mon but, c'était vraiment d'avoir un enfant. Donc très vite, je lui ai dit, bon, quand est-ce qu'on a un enfant ? Lui, il n'a pas été prêt, donc il m'a fait attendre. Il me disait, non, pas tout de suite. Donc je trouvais ça très difficile d'attendre. Et ensuite, quand il a enfin été prêt, on a essayé, ça n'a pas marché pendant au moins 2 ans. Et là, ensuite, quand on a compris, qu'on a fait des tests et vu que l'infertilité venait de lui, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'associais le couple hétérosexuel avec la fonction reproductrice, en fait. Et je me disais, voilà, c'est son rôle. Il est là pour me produire des enfants. Et en fait, de voir que c'était pas possible et que, justement, ce rôle-là n'était pas donné dans notre constellation, ça a beaucoup remis de choses en question pour moi, parce que je me dis, à ce compte-là, en fait, je peux être avec une femme.
tant qu'à faire une FIV, autant la faire avec une femme. Au bout d'un an, j'ai commencé à être insatisfaite dans ma relation. Et là, à vraiment penser qu'il fallait que je voulais vraiment avoir une expérience avec une femme. Et ça, je lui avais dit au tout début de notre relation, je lui avais dit par contre, je te préviens, je veux avoir une relation avec une femme à un moment donné, il faut que tu le saches. Donc voilà, je voulais te le dire pour être transparente. Il me dit oui, très bien. Ce qui m'a pas du tout prise au sérieux. Souhaite rencontrer F pour profiter de la vie. En secret, j'ai commencé à aller sur des forums. Donc à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux du tout. Bottom cherche top dévoué à mon plaisir. Donc j'allais sur des forums, un peu à la recherche d'une histoire. Cherche Butch bien dans ses bottes. En me disant, voilà, c'est le moment, je vais avoir une histoire, ce sera... Oui, en gros, je vais tromper mon mari, mais ce sera pas vraiment le tromper puisque je l'aurais prévenu. Donc j'essayais un petit peu de me dédouaner. Finistère. Retraité, 62 ans, aime lire, écrire, les promenades, le pain complet. J'ai communiqué avec 2 femmes et en fait, ça n'a pas abouti. Mais ça restait quand même un désir profond. Puis bon, les choses avancent, la vie continue. Il me fait une demande en mariage pourrie. Mais moi, justement, j'attendais pas du tout une bague, par exemple. J'attendais pas du tout une bague, un truc cher, ni quoi que ce soit, mais j'attendais, je sais pas, moi, quelque chose un peu romantique, avec une lettre ou un petit symbole, un truc, voilà, pour marquer le coup. Il y avait rien du tout, c'était juste en gros, ça te dit qu'on finisse notre vie ensemble. J'étais là, vas-y, mais crache-la ta phrase, en fait. Dis-la ta phrase. Et du coup, il a dit, bon, est-ce que tu veux te marier avec moi? J'étais là, ouais. Bon, voilà. Avec le recul, j'aurais dû dire non, en fait, tout simplement, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais en me disant, bon, ouais, qu'est-ce qu'on répond? On est en couple, on va avoir des enfants, on vient de faire un prêt pour un appart et tout. Oui, je vais dire oui. Sauf que c'était pas du tout un moment de joie intense pour moi, d'émotion, non, pas du tout. Je me disais juste, voilà, on continue, mais franchement... Mais j'avais quand même un côté de moi qui était contre ces conventions. Donc, par exemple, quand il s'agissait d'aller à la mairie, j'étais là, non, mais je vais y aller en short, en jean. Je vais pas acheter une robe exprès pour ça. Et ma soeur me dit, mais pas du tout. Enfin, tu dois acheter une robe. Donc, ouais, on allait s'acheter une robe. Donc, c'était pas une robe blanche, c'était une petite robe un peu originale et tout. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai été beaucoup... embarquée aussi par ma famille, par mes amis, parce que c'est quelque chose le mariage, ça ne concerne pas juste nous, en fait. Ça concerne tout notre entourage, toute la société. Mais il faut savoir que pendant toute la préparation du mariage, je commençais à avoir des angoisses. Et ma témoin, donc, qui était ma meilleure amie à l'époque, me dit... parce que je lui disais, non, mais je crois que je suis lesbienne, en fait. Est-ce que je suis lesbienne? Parce que si je suis lesbienne, je ne peux pas me marier avec lui. Elle me dit, mais écoute, prends le temps, mais t'es pas obligée de te marier, hein, tu peux annuler, même là, je veux dire, c'est dans 2 mois, tu peux annuler ton mariage. Ah non, en aucun cas, j'annule le mariage, absolument pas. On se marie, je vais gérer. Donc c'était toujours un petit peu ce que je me disais comme un mantra, je vais gérer mon attirance pour les femmes. Je vais gérer ça, je vais trouver des moyens. Mais je ne vais pas chambouler mon projet de vie. La reconnaissance de ma famille, c'était quelque chose qui était important, donc voire vital, mais je pense pour beaucoup de personnes. Donc ce script, je l'avais internalisé à tel point, il avait été tellement fort, tellement puissant en fait. Et puis j'ai une histoire de famille avec beaucoup d'homophobie, où des 2 côtés dans ma famille, il y a des personnes queer et qui ont été rejetées. Ou du secret, beaucoup de secrets, c'est-à-dire que des histoires qui ont duré plusieurs années, qui ont été vécues dans le secret, qui continuent d'être maintenues aussi dans le secret, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ce sont des secrets dont on a un petit peu honte. Et donc il y a toujours eu cette glorification du chemin, voilà, le chemin qu'on doit prendre pour avoir accès à une certaine reconnaissance sociale, à un certain statut social. Donc en fait, je dirais que ça s'est fait de manière inconsciente, et en même temps avec une dissonance qui est devenue invivable. Mais la dissonance, elle était là depuis le début. C'est-à-dire que j'ai ressenti cette dissonance et j'ai essayé de l'ignorer, de la minimiser, de la faire taire en fait. Parce que je savais bien que j'étais en train de reproduire un schéma qui ne me correspondait pas, qui ne correspondait pas ni à mes aspirations, ni à qui j'étais, ni à mon identité, ni à mes désirs.
Et en même temps, j'avais un peu l'impression que c'était un besoin vital pour moi de quand même m'y conformer, de ne pas déroger en fait à cette loi qui est une loi sociétale et familiale, donc qui n'est pas du tout propre à ma famille. Et d'ailleurs, j'ai pas reçu d'injonction explicite à aucun moment, mais c'était des messages implicites qui vraiment montraient qu'une vie réussie est une vie où on est en couple hétérosexuel avec des enfants biologiques, plus d'un enfant, et voilà. Donc le jour du mariage, tout s'est merveilleusement bien passé. C'était un jour magique, au risque de paraître très cliché, mais c'est vrai que il y avait une forme de magie dans l'air en fait. J'ai perdu la notion du temps et voilà, c'était vraiment une journée très particulière. Et après le mariage, je suis tombée en dépression. Donc à l'époque, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas possible. J'allais très mal. J'avais une grande tristesse, une mélancolie en même temps, un vide. J'ai ressenti un vide. Il s'avère qu'il y a un mot pour ça s'appelle la dépression post-nuptiale. Et ça touche environ 50% des femmes qui se marient. Et on l'explique en fait parce que donc après le mariage, donc le mariage c'est le point culminant en fait de la vie d'une femme. D'ailleurs en allemand, donc moi je me suis mariée en Allemagne avec un Allemand en allemand. Le mariage ça se dit Hochzeit. Donc Hochzeit c'est le temps haut. Donc c'est le point culminant de la vie. Et donc après ça, on tombe dans le précipice, quoi. Et c'est vraiment, j'ai eu l'impression d'un vide intersidéral en me disant mais que va être ma vie maintenant ? Je vais m'ennuyer. Je n'ai plus rien à accomplir à part avoir un enfant, plusieurs enfants. Mais là, je me sentais enfermée, donc c'était vraiment une sensation assez désagréable. Et très vite, je me suis dit mince, je vais devoir divorcer. Mais c'était impensable, donc détresse totale. Et en fait, un mois après mon mariage, je suis partie en vacances avec mes 3 meilleurs amis. Donc on est partis ensemble en Turquie. Et là, je rencontre une amie de mon amie et je lui dis « Ah, elle est trop belle, elle, c'est quand elle veut ». Et je disais ça vraiment pour rire. Enfin, je disais ça vraiment pour rire parce que je ne m'attendais pas du tout. Et mon amie revient et me dit « Bah écoute, vas-y, fonce parce qu'elle est intéressée par toi ». Et alors la panique, parce que je me suis dit « Bon, bah, le moment est arrivé, c'est juste après mon mariage. Soit, bah tant pis, allez, on y va ». J'ai eu énormément de mal à passer le cap et à sortir de ces schémas hétéros de séduction, en fait, à moi, parce qu'elle aussi, elle était pas queer. Donc, elle était hétéro aussi. Enfin, à l'époque. Enfin, visiblement pas, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on se définissait. Et du coup, j'ai dû, moi, prendre les devants, sachant qu'elle était un peu dans un schéma hétéro, de jouer un petit peu la fille inaccessible et tout. Donc, et j'ai eu beaucoup besoin des encouragements de mon autre copine qui me disait « Mais vas-y, au pire, tu te prends un râteau !» Je disais « Là, mais c'est vrai, en fait. Allez !» Et on a passé la nuit ensemble. C'était ma première expérience avec une femme. Ça s'est très bien passé. Enfin, franchement, on a passé un très bon moment. Et quand je suis partie le lendemain et que j'ai retrouvé mes copines, la première chose que j'ai ressenti le besoin de leur dire, c'est « Non, c'était trop bien. Par contre, je suis pas lesbienne. » Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que juste après, dans la même après-midi, j'étais « Ah ouais, mais par contre, maintenant, j'ai envie d'essayer avec plein d'autres femmes, en fait. J'ai envie d'essayer avec plein d'autres, mais juste essayer. » Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'allais pas pouvoir l'ignorer pendant plus longtemps, mais voilà, pour l'instant je savourais déjà aussi ce moment d'avoir passé un cap important pour moi. Pour la première fois, là ça y est, c'était à portée de main. Mais pendant un long moment, j'ai été confrontée à l'idée que non, il n'y avait pas de lesbienne sur mon chemin en fait. C'était quelque chose que j'allais pas pouvoir trouver. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de personnes, de femmes qui se disent qu'elles aimeraient bien explorer cette partie d'elles-mêmes, mais en fait, ce qui les freine, c'est je ne sais pas comment faire pour rencontrer d'autres femmes queer ou lesbiennes. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui, pareil, était confrontée à cette question. Elle était en couple depuis plusieurs années. Elle venait d'avoir un bébé et elle m'avait dit plusieurs fois je pense peut-être être lesbienne, c'est possible que je sois lesbienne. Et je lui disais au bout d'un moment, mais écoute, essaye, tu verras. Enfin, je veux dire, tente le coup, allez, vas-y, lance-toi.
dans une culture patriarcale, l'hétérosexualité, la contrainte à l'hétérosexualité, c'est aussi fermer les voies. C'est fermer les possibilités. C'est ne pas permettre d'avoir des rencontres lesbiennes constamment, facilement, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui doit rester caché, qui doit rester en dehors de la norme, en dehors des sentiers battus, en dehors du quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient essayer, mais parce qu'elles ne pensent pas pouvoir trouver cet accès, en fait, elles y renoncent. Puis petit à petit, j'ai appris aussi, parce que c'est des codes qui s'apprennent. Donc Louise Morel, elle a écrit ce livre « Comment devenir lesbienne en 10 étapes ». Et ça montre bien que c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. On doit apprendre les codes, on doit apprendre à reconnaître certains signes, connaître les espaces dans lesquels rencontrer ces personnes. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, la culture queer. La démarche de chercher activement des partenaires ne m'a jamais vraiment été familière quand j'étais hétéra. Les mecs cis-hétéros sont partout, leur désir est pour le moins bruyant, et en général, on essaie plutôt de leur échapper que d'attirer leur attention. Devenir lesbienne, c'était donc aussi me retrouver dans une configuration inédite. Il fallait me mettre en quête de personnes ouvertes à l'idée de relationner avec moi dans un milieu que je connaissais peu. Où rencontrer des femmes qui aiment les femmes? Comment s'assurer discrètement que la femme à qui l'on fait la conversation n'est pas hétéra jusqu'au bout des ongles? Mais aussi, comment aborder une femme quand on est habitué à ce que les autres fassent toujours le premier pas? Louise Morel, comment devenir lesbienne en 10 étapes. Et ensuite, 6 mois plus tard, on est parti en voyage de noces, donc le voyage de noces après le mariage avec mon nouveau mari. Et là, ça a été un voyage atroce. Où en fait, pendant tout le voyage, j'étais confrontée à une évidence difficile à avaler, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rester mariée avec lui, qu'il allait falloir me séparer à un moment donné. J'étais dans une phase assez obsessionnelle aussi, avec beaucoup de pensées parasites, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas constructives, qui ne m'apportent pas d'éléments de réponse, que je ne peux pas mettre de côté. C'est-à-dire que j'étais en spirale constante sur un voyage de noces qui a duré 6 semaines. Mais j'étais pas du tout en phase, donc vraiment très... J'étais beaucoup dissociée pendant toutes ces vacances. Et surtout aussi un truc intéressant, c'est que je voyais des lesbiennes absolument partout. 1, 2, 3, 4... On allait donc en Colombie, donc on allait danser la salsa. Moi, j'adore danser la salsa. Lui, il danse pas la salsa. Et il y avait donc dans les endroits où on allait danser, toujours des petits coins queer, en fait, avec des lesbiennes principalement. Et là, c'était extrêmement frustrant pour moi parce que je n'avais qu'une envie, c'était d'aller danser avec elle. Et en même temps, je voulais pas être perçue comme l'hétéro qui veut juste s'amuser, qui s'introduit dans des espaces qui ne sont pas les siens, en fait. Donc, j'ai pas osé y aller pour pas déranger cet espace qui s'était créé pour elle, donc même si je savais très bien que I belonged, je savais très bien que j'avais ma place, mais voilà, donc je n'y suis pas allée, mais c'était vraiment un sentiment, une sensation de ne pas être dans la vie que je devais vivre en fait, de vivre une vie qui n'était pas la mienne. J'avais des pensées obsessionnelles qui tournaient en boucle dans ma tête, donc des questions. Est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis lesbienne? Parce que si je suis lesbienne, je ne peux pas rester mariée avec lui. Est-ce que je suis lesbienne? Je googlais sur mon téléphone. Mais je suis lesbienne ou pas? Est-ce que si ça, je suis lesbienne? En fait, est-ce que je suis lesbienne? Signe que je suis lesbienne. C'est pas que j'ai une aversion pour les hommes, c'est pas que la sexualité avec les hommes, elle est impossible pour moi, absolument pas. Je me disais, mais si j'ai eu des relations amoureuse, passionnelle avec des hommes, avec des expériences sexuelles épanouissantes, est-ce que je suis lesbienne? Tout simplement. La contrainte à l'hétérosexualité, c'est la voix dans ma tête qui dit qu'en réalité, je dois être hétéro, même quand je suis amoureuse d'une femme. C'est ce qui fait que les lesbiennes galèrent à faire la différence entre ce qu'on leur a appris à désirer, être avec des hommes, et ce qu'elles désirent réellement, être avec des femmes. C'est pour ça que tant de lesbiennes ont relationné avec des hommes à un moment ou à un autre. Il y a un master doc qui s'appelle Am I a Lesbian? Donc c'est une personne qui s'appelle Angeli Luz qui l'a commencé.
C'est vraiment plein de situations où tu lis le document et tu arrives à voir au bout d'un moment, oui, est-ce que ça correspond à mon ressenti ? Malheureusement, ce doc a été fait en 2018, donc bien après mon processus à moi, donc je ne suis pas tombée dessus. Mais il y a un moment où donc, elle dit si tu te demandes si tu es lesbienne, il est bien plus important de te demander si tu peux être vraiment heureuse avec un homme que si tu es attirée par eux. On se focalise constamment sur l'attirance sexuelle. C'est-à-dire que quand on voit, est-ce que je suis lesbienne ? Est-ce que j'ai envie de faire un cunilingus à une femme ? C'est vraiment la question qu'on va se poser pour savoir si c'est le cas. Alors qu'en fait, il y a tellement plus de choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut relationner de manière romantique, de manière avoir une relation émotionnelle profonde, etc. Il y a plein d'autres choses. Vivre au quotidien. Donc, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Si tu ne t'intéresses plus aux hommes ou si tu ne veux plus être avec eux, tu peux être lesbienne maintenant. C'est une identité du présent. Je m'inquiétais de ne pas pouvoir être lesbienne si je n'étais pas sûre à 100% de ne pas être attirée par les hommes et de ne pas changer d'avis. Demande-toi si tu peux avoir des relations saines et épanouissantes avec des hommes et si tu veux vraiment être avec eux. Il y a toujours cette idée qu'on va regretter de ne pas se conformer à la norme. Par contre, à l'inverse, pas du tout. C'est-à-dire que quand on se conforme à la norme, on se dit jamais « Attention, tu vas regretter d'être en relation avec des hommes et potentiellement tu peux changer d'avis. » Donc c'est jamais dans ce sens-là. C'était fragile en fait. C'était une réalisation fragile qui à tout moment pouvait basculer dans « Ah, en fait non ». Tu peux avoir des sentiments vraiment, sincèrement positifs, chaleureux et forts envers des hommes et qu'ils relèvent quand même de la contrainte à l'hétérosexualité. Cette contrainte implique que tout sentiment que tu as envers un homme serait forcément de l'attirance. La société parle tout le temps d'amour et d'attirance hétérosexuelle. Alors quand tu ressens quelque chose pour un homme, tu te dis « ça doit être ça ». Donc tu te présumes hétéro ou bisexuel, mais il y a une autre question à se poser. Est-ce que j'ai correctement identifié et compris ce sentiment ? Et est-ce que je suis certaine que c'est vraiment de l'attirance ? Suis-je lesbienne ? Masterdoc. Donc, période très très difficile, avec un retour en me disant quand je rentre du voyage de noces, je vais devoir me séparer. Et tant pis pour le bébé, en fait. Ou alors, oui, c'était parce qu'on était en train d'essayer d'avoir un enfant déjà depuis 2 ans et demi. Je me disais, ça va être difficile, mais je peux pas rester. Et en fait, je suis rentrée et je suis tombée enceinte. À suivre, dans Le Cœur sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon.